Au risque de me répéter, je ne sais pas si vous nous écoutez via Google Podcast, mais il serait grand temps d'aller sur une autre plateforme de podcast. Il y en a plein et on est sur toutes. Je vous dis ça parce que Google a décidé, vous le savez, de fermer ce service prochainement, fin du mois. Donc il vous reste très peu de temps pour choisir l'application de podcast qui vous fera plaisir. Et n'oubliez pas évidemment de rapatrier vos abonnements, pas que nous, mais également tous les autres podcasts que vous avez l'habitude d'écouter via Google Podcast, qui ferme ses portes, je le rappelle une fois de plus. Épisode 450, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez profité du beau temps. Je dis ça, mais évidemment, ce n'est pas possible de profiter du beau temps. Nous avons avec nous, d'un côté, Sébastien. Salut Sébastien, depuis la très large périphérie bruxelloise, enfin le Brabant, en gros. Oui, si tu fais ça en périphérie, c'est toute la Belgique. Hein. C'est presque toute la Belgique, en fait, c'est ça. De l'autre côté, nous avons notre ami suisse, Thierry. Salut. Bonjour Thierry. Exceptionnellement, cet épisode est enregistré le mercredi. C'est ma faute. 5 juin, c'est de ta faute, parce que effectivement, le 6 juin, toi, tu fêtes le débarquement. Exactement. Le Premier ministre suisse de l'époque, lors du débarquement, s'était réjoui de ce débarquement en se disant, chouette, le tourisme va reprendre, sortez les vachettes, etc. Et donc, voilà, du coup, c'est une fête un petit peu particulière en Suisse. Non, ça n'a rien à voir, évidemment. Mais voilà. Même si je porte toujours une marinière, pour mes amis bretons, normands, et j'en passe des meilleurs. Ouais. Et voilà, c'est ça. On a un programme, comme d'habitude, chargé, quelques informations fort intéressantes issues de votre veille technologique, et puis évidemment, on parlera de l'événement, on va dire, de la semaine, c'est le Computex à Taipei. Tu l'as bien dit. Oui, je vais te typer si tu continues. Donc voilà, c'est tout ça pour dire qu'il se passe des trucs de ce côté-là, et tout ça est un petit peu saupoudré d'intelligence artificielle, vous vous en doutez. C'est un peu le truc du moment. Je voulais juste vous dire un truc, parce que en introduction, comme depuis quelques semaines maintenant, je parle de la fermeture de Google Podcast. Il y a une autre fermeture qui s'en vient, ce sera le 26 juin. Là, j'ai la date bien en tête. C'est la veille de notre dernier épisode de la saison. Le 26 juin, il y a quelque chose qui ferme. Écoutez bien ce son, si je vous dis... Ça ne marche pas, attendez. Si je vous dis... Je vais le refaire. Si je vous dis... ICQ. Ah oui, ICQ avec ferme ses portes. Alors, moi, c'était le numéro 13 72 168. Il fallait s'en rappeler. Il n'y avait que ça qui peut te donner, quoi. Ouais. Et donc chaque fois qu'on avait, il faut dire pour les plus jeunes qui n'ont pas vécu cette période-là, c'était un peu quand on venait de l'Internet Rally Chat, donc de l'IRC, c'était le fait d'avoir son petit chat à soi perso avec ses contacts à soi, c'était les débuts des messageries à la Messenger, il y en a eu d'autres, Yahoo aussi, il y avait une messagerie, et c'était vraiment ICQ, c'était le précurseur dans le domaine, avec chaque fois qu'il y avait une notification, et ça nous mettait bien la tête à l'envers. On en rêve encore la nuit maintenant. Attends, ce petit bruit comme ça, Mirabilis, c'était une boîte israélienne qui avait fait ça, qui a été rachetée par des Russes par la suite. C'était Mirabilis. Et alors, ICQ avait un truc de génial dans le chat quand tu faisais du one-to-one, et c'est que tu pouvais changer de mode. Et tu avais le mode où tu écris ton message, tu appuies sur Enter comme dans tous les chats actuels et il l'envoie. Ou au fur et à mesure que tu écris les lettres, ça s'affiche de l'autre côté. C'était magnifique. Ça arrivait. C'était génial. Il n'y a aucune autre aujourd'hui app de chat qui fait un truc aussi sympa parce que ça te donne vraiment quelque chose de très vivant. Mais par contre, c'était en fait le retour à la ligne, c'était juste une émulation de l'autre parce qu'en fait, quand tu faisais le retour à la ligne, il envoyait comme si tu écrivais au fur et à mesure, et le Enter faisait le retour à la ligne. Et donc, si toi, tu te mettais en retour à la ligne, tu ne voyais pas l'autre écrire, mais l'autre te voyait écrire.
Et on s'en est rendu compte une fois avec un copain, on discutait avec une sœur de quelqu'un qui a fait des podcasts avec nous il y a des années, je ne citerai pas le nom, et on rigolait un peu avec elle, et puis comme deux mâles jeunes cons, on écrit un truc genre tu fais quelque machin, mais elle était pas censée le voir vu que nous on était mais elle pas. Jusqu'au moment où tu vois de l'autre côté, quoi? Tu dis, oh putain. Les premières indiscrétions sur le chat. ICQ, c'était vraiment un truc exceptionnel et c'était même pas une mode, c'était une obligation quasiment parce que c'était le seul déjà à l'époque et c'était venant, je le répète, de l'IRC où là c'était du chat où c'était au tout venant et tout le monde, on pouvait parler entre soi, mais on n'avait pas de vrai compte personnel, on se loguait et puis on discutait avec une communauté dans un salon. Ici, on avait son propre salon en fait, avec ses contacts, sa liste de contacts, etc. Ouais, tu te reconnectais, tu avais les messages qui arrivaient. Exactement. Et c'était un truc centralisé, Mirabilis. Et surtout, tu avais la notification. Tu pouvais t'envoyer des fichiers, des photos, enfin c'était, on n'a rien inventé depuis. Et invariablement, la notification, c'était... Voilà, donc du coup ça nous a bien marqué. Vous pouvez le changer, il y avait des thèmes après. Ouais, mais personne ne changeait parce qu'on avait bien le... Faut être honnête. Bon, allez, la série, c'est toujours là. Merci d'être attends, on va penser. C'est le 450, j'ai rien, mais le 449, je suppose que vous l'avez loupé. J'ai pas vu. Oui, sûrement. C'était un nombre premier. Ah oui, j'ai mais loupé. Ouais. Et alors, pour ceux qui n'ont pas l'image, il faut quand même voir que de gauche à droite, ça se rase, hein. Donc c'est pour ça que je laisse pousser un peu plus, parce que Marc, lui, il a zappé la barbe, et puis Thierry, voilà. Et voilà, non, c'est un galet, notre ami. Ça, si on fait une moyenne, on est bien. Oui, bon, bah écoutez, sur ces considérations, je propose qu'on entame directement. Oui, enfin, on dit ça, mais pardon, on peut peut-être y aller, non? On est à la lettre L avec une joyeuseté. Licenciement. On commence bien. Ouais, ça commence fort. On a eu des épisodes comme ça où on avait des trucs, on parlait que de mort ou que de... Ça commence avec licenciement. Bon, ça ne préjuge pas de la suite. Sébastien, on parle d'une petite purge, discrète, mais tout de même une petite purge, dans le domaine du cloud, chez Microsoft et chez Google. Oui, et on ne rigole pas avec le licenciement. J'ai fait ça un jour avec... je dirige une petite équipe quand même. Et à l'époque, c'était une toute petite équipe, on était deux, et je suis rentré en rigolant, je disais, vous êtes tous licenciés. Et ben ils m'ont tiré la gueule pendant quelques jours. Je trouvais ça très drôle. C'était pour rire. Mais des choses avec lesquelles on ne rigole pas. Non. Et donc, et ça ne rigole pas, effectivement, chez Microsoft et un peu moins chez Google, parce que Microsoft a décidé de balancer 1500 personnes qui travaillent spécifiquement dans la direction du cloud. Donc voilà, 1500 gars qui ne travailleront plus pour Azure, mais qui pourront aller être recrutés chez les concurrents, mais pas chez Google, parce que Google fait exactement la même chose. Eux, mais ils sont un petit peu plus légers. C'est 100 gars qui prennent la porte dans leur cloud. Donc si Amazon recrute et qui nous écoute, c'est le moment, c'est l'instant. Il y a donc 1600 gars sur le carreau qui ont une certaine spécialité dans le cloud. Et Microsoft, c'est pas les seuls. Dans un courrier interne en début d'année, ils avaient quand même annoncé que il y a en tout près de 10 000 gars qui vont prendre la porte. Donc ça fait quand même un petit paquet de monde à licencier. Voilà, grosso modo, c'est pas les trucs les plus jouissifs, mais c'est amusant enfin amusant, ouais. C'est pas du tout amusant pour les 1600 gars, mais c'est intéressant de voir une forme de stagnation ou recul des activités cloud chez eux, ou en tout cas une remise à zéro, une réduction de leur personnel. Je pense qu'au niveau business, ça reste quand même un truc qui fonctionne. Enfin, le cloud fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne, mais je pense que la phase de mise en route qui nécessitait du monde et des compétences, etc., est un peu derrière nous. Et que là, ils stabilisent un peu le truc. Et ils disent, bon, ben là, il faut faire des économies sur une partie du business. Et on n'a peut-être plus nécessairement besoin de ces gens dans ce poste-là, peut-être dans d'autres, mais peut-être pas au niveau auquel ils étaient initialement. Ouais, puis en R&D, les trucs fonctionnent.
maintenant tu fais de la maintenance, le marché, il est plus non plus en énorme explosion. Hein. Tous ceux qui voulaient y passer, ils sont passés. Ceux qui veulent revenir sont en train d'en revenir. Ils vont préférer licencier 1500 gars là et en embaucher 200 pour faire de l'intelligence artificielle, parce que voilà, c'est la tendance, c'est ce qu'ils vont aujourd'hui. C'est la tendance. Mais souvent, c'est le problème avec ces news de licenciements massifs dans des entreprises de la tech ou pas d'ailleurs, hein, c'est qu'on ne parle jamais des engagements par ailleurs, parce que il y a simplement un changement d'orientation et qu'on n'a plus besoin de telles compétences et on a besoin d'autres compétences. Voilà, Mais les engagements se font pas en masse comme ça non plus. Non, t'engages pas 1500 personnes en une journée, quoi. Non, en plus de ça, tu sélectionnes aussi, donc ça prend du temps. Mais voilà, c'est tout ça pour dire que voilà, ça bouge de ce côté-là aussi. Et on a cité les 2 lettres magiques, hein, et intelligence artificielle, c'est un peu vers ça que les sociétés sont en train de s'orienter aujourd'hui. Je tiens à signaler qu'on met tous les liens, évidemment, dans toutes les sources des infos dont on parle dans la description de ce podcast, et que de temps en temps, les sites d'information nous font des petites blagounettes et changent l'article derrière. Et donc le lien que j'ai pour l'instant, mais on va en trouver un autre, qui est issu du site du Le Vif Express en Belgique. Ce qu'il y a derrière le lien est un autre article qui n'a strictement rien à voir. Oui, parce que c'est un feed et au fur et à mesure ça descend. Ils n'ont pas l'air d'avoir... Et ils n'ont pas très bien compris comment fonctionnait Internet. On est désolé pour eux, donc on mettra un autre site qui fonctionne. Tout simplement. On passe à la suite ? On peut passer à la suite. Hein. À la lettre M comme monstre. Voilà. Ambiance. Ouais, c'est ça. Quand le Cybertruck débarque en Suisse, le Cybertruck, rappelons-le, c'est ce véhicule tout-terrain qu'avait proposé Elon Musk. Relativement angulaire et pas très beau, hein, on dirait que c'est issu d'un film de science-fiction des années 70, en gros. Voilà. Ouais. Et donc ça vient en Suisse ou pas ? Design. Ouais, alors budget design proche de 12 francs suisses. Je suis mauvaise langue. Alors oui, et j'ai failli faire mon intéressant en vous ramenant des images de ce fameux véhicule, puisqu'on m'a personnellement invité à voir ce véhicule. Alors autant dire que je suis pas forcément très intéressé, mais peut-être que je vais me laisser tenter parce que ça continue. Il y a des petites presses comme ça qui se font pour des Happy Fews. Et oui, la presse suisse est déjà en train de ricaner pour dire qu'on n'est pas prêt de le voir sur les routes, parce que non seulement la Suisse, pour tout ce qui roule sur nos routes, se cache, ou en tout cas se réfère aux règles en Europe, mais a aussi des règles bien précises ici en Suisse. C'est d'ailleurs mon problème, moi qui rêve d'un véhicule plus grand pour la van life, mais ça c'est une autre histoire. Et un des premiers problèmes de ce véhicule, c'est qu'il avoisine les 1, 2, 3 tonnes. Voilà, on est quasiment à la limite du fameux permis. Je sais plus quelle lettre c'est. Je crois que c'est d'ailleurs un truc qui est même voilà, qui est même commun avec les permis européens, le permis B. Donc autant dire que c'est que voilà, vous êtes quasiment trop proche du 3 tonnes 5. La Suisse a remarqué, en tout cas s'est exprimé sur la sécurité. Tu le fais bien de le signaler. Le côté angulaire ne plaît pas tellement effectivement à la sécurité routière ici en Suisse, ou en tout cas à l'homologation de véhicules, parce que ça laisse peu de chance aux piétons ou aux personnes qui se retrouveraient à être emboutis par ce véhicule, parce que je pense que au même titre qu'ils coupent des doigts quand on ferme les portières, si on fait pas attention, je pense qu'ils tuent les gens quand on les tamponne et il les pousse pas forcément dans le bas-côté. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui plaident dans sa défaveur. Et puis il faut savoir qu'en fait, non seulement il viendra pas en Suisse, mais c'est pas encore sûr qu'il vienne en Europe, parce que l'Europe n'a non plus pas légiféré sur l'autorisation de laisser rouler un tel véhicule. Je pense que le poids, ça, on va pas y échapper. C'est un des arguments qui est mis en avant comme un sacré frein.
3 tonnes pour un bousin qui ressemble à quelque chose, comme tu dis, des années 70. Tu mets 4 personnes plus les valises, c'était déjà voilà. Limite, quoi. Voilà. Une brosse à dents, le dentifrice, et c'est bon, on explose le... 4 personnes comme nous. Oui. Musclés. Oui, voilà. C'est ça. Entretenus, musclés, et qui buvons que de l'eau. Alors, effectivement, c'est pas gagné. Mais c'est assez marrant de voir que, ici en Suisse, je sais pas à quoi ça tient. Je vais quand même aller investiguer encore un peu plus pour savoir comment ça se fait qu'on présente ce véhicule qu'on peut pas encore rouler dans nos contrées, soit effectivement déjà touchable, même essayable ici en Helvétie. Donc avec une plaque pas suisse, parce que tu peux rentrer avec un véhicule qui est pas suisse. Oui, mais l'Europe non plus ne permet pas. Tu peux rouler avec des plaques californiennes. Ou alors ils feront ça sur des circuits fermés, je sais pas. Non, mais moi je me posais la question de savoir qu'est-ce qui pousse Tesla à faire une démo de ce véhicule ici. Alors je sais bien, c'est pour en vendre. Il y a un salon de l'auto aussi. Enfin, c'est un peu, non. C'est Bourribourg, le salon de l'auto de Genève, je crois qu'on peut l'appeler comme ça. On peut l'oublier, c'est ça. Ouais. J'ai quelques échos, j'y suis pas allé, mais il y a quelques personnes qui m'ont dit, tiens, on n'est même pas rentré dans le Palais Expo, qui est le centre d'exposition à Genève, que c'était déjà fini. Donc, il y a très peu de constructeurs, et puis il y a nos amis chinois qui viennent avec des voitures et des concepts vraiment bien fichus et des prix défiant toute concurrence. J'ai encore écouté dernièrement une critique auto. Les Chinois, là, ils sont en train de nous montrer comment ça se passe, parce qu'ils viennent avec du tarif agressif, de la fonctionnalité, des choses assez comme on l'a déjà dit, sur le tarif, s'ils payaient des taxes comme nous, on paye des taxes, on les payerait 4 fois plus cher que les nôtres, leurs voitures. Donc, mais elles sont pas si faciles non plus à faire rentrer. Je vous avais parlé effectivement des ports qui étaient complètement obstrués par ces véhicules. Il y a la différence entre ce qui est annoncé en chiffres et ce qui est vraiment vendu. Voilà, affaire à suivre. Pour le Cybertruck, ça me déplairait pas de voir de proche, de vrai, de près, c'est toujours intéressant. Mais ça m'en touche une, sans forcément. Mais des gants de maille, hein. Oui. Fais gaffe à tes doigts. Ça coupe les bananes, mais ça coupe les doigts. C'est assez marrant. Ok. Bon, pas de monstres pour l'instant dans les montagnes de ton beau pays. C'est comme ça, on verra bien pour la suite comment ça se passe dans les autres pays. Affaire à suivre. La lettre R comme routeur. Adieu, mon cher routeur. C'est une espèce de cantique. Il paraît qu'il y a des milliers de routeurs qui ont été détruits en une seule attaque. 600 000 routeurs explosés. Donc c'est une attaque qui a eu lieu en octobre et dont on reçoit seulement les informations maintenant, un petit peu au compte-gouttes parce qu'on ne sait pas qui a été targeté dans les providers américains, qu'on n'a pas les noms, on n'a pas non plus le groupe qui a fait l'exploit. Je vais pas vous faire la liste de tout ce qu'on n'a pas, mais on a des trucs. Sinon, on a des trucs quand même dessus. C'est que donc effectivement, un groupe de hackers a réussi à forcer une mise à jour de firmware sur des routeurs d'un provider américain. Et ça a duré 2-3 jours, 25 au 27 octobre l'année dernière. Et ce malware n'avait que ce but, donc était installé sur les machines des clients américains pour réussir à trouver le routeur, taper le firmware, et une fois que le firmware était niqué, mais c'est fini, il n'y avait plus moyen de le récupérer. Donc ils les ont briqué. Et donc c'est pas une attaque anodine, parce que c'est assez rare que des pirates s'amusent à faire ce genre de choses, c'est-à-dire juste détruire pour détruire. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de... Donc on ne sait pas qui est derrière, mais ça a assez peu de sens, sauf si un provider avait été menacé, qu'on lui a demandé des brousoufs et qu'il a refusé. Et là, évidemment, après, il se retrouve avec 600 000 briques. Il va pouvoir construire quelques maisons en hauteur. Donc, la seule manière dont les gars ont pu récupérer Internet, c'est de reprendre leur petite box,
la remettre dans un paquet, l'envoyer à la poste et en récupérer une nouvelle. Donc à voir si d'usine il y a moyen de reflasher un nouveau firmware. Ça me semblait pas si évident, mais en tout cas à distance c'était mort. Ce qui est un problème parce que il y a plein de gens qui se sont plaints, mais il n'y a pas eu de recoupement médiatique, c'est pas sorti en fin d'année. Plein de gens qui se plaignaient sur Reddit en disant on n'a plus internet, c'est bizarre, pourquoi ? Il n'y a plus de routeur, hein. Donc, ça ne marchera plus. Ceci dit, 600 000 à l'échelle des États-Unis, ça passe peut-être plus inaperçu que 600 000 par rapport au marché belge, par exemple. Certainement. Donc, ce serait toute la Belgique par terre, grosso modo. Parce que tu fais que 3-4 personnes par foyer. Ouais, t'as la moitié de la Belgique qui n'a plus Internet, hein. C'est à peu près ça, oui. Donc, on l'aurait su et l'opérateur aurait été montré. Il y en avait que deux. Ou deux. Trois. Qui font tout le marché. Oui. Mais bref, donc voilà, ça expliquerait pourquoi ça n'a pas fait des gros titres nécessairement. C'est un bilan, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de l'intérêt de la chose, si ce n'est peut-être du ransomware auprès ou une attaque des opérateurs. Une attaque d'une puissance étrangère, hein, ça peut toujours être aussi une volonté, alors sans vouloir montrer spécialement des pays qui commencent par rue, qui terminent par T, ou des trucs comme ça, qui s'engueulent avec les États-Unis. Voilà, ceux-là. Oui, effectivement, eux pourraient avoir un intérêt mais c'est une fois que c'est fait, hein. Il y a plus de négociation possible à partir du moment où on l'a cassé. On peut pas exclure non plus l'imbécile couillon, hein. On peut pas l'imbécile, tout à fait. Voilà, mais si c'est l'imbécile couillon, il est quand même pas si imbécile, hein. Oui, enfin il met ses compétences au service de son imbécilité, on va dire. Tout à fait. Mais c'est un imbécile compétent. Le nombre de routeurs concernés, moi, je suis à me dire qu'en fait, il est impressionnant, mais en fait, techniquement, en tout cas, je sais pas, hein, mais ici en Suisse, avec par exemple les principaux opérateurs, moi, je suis chez l'opérateur historique. Qui a fait une sous-branche, mais qui utilise le même matos, c'est assez marrant, ils se sont même pas cassé la tête à enlever le logo de Swisscom. Mais dessous, c'est du Swisscom. En fait, l'update du routeur est géré directement par l'opérateur. Donc, j'ai envie de dire, si tu veux toucher tous les clients, c'est chez l'opérateur qu'il faut arriver à pirater le faux firmware pour le déposer sur le... mais tu peux depuis une machine connectée... Depuis une machine qui est connectée au routeur, tu peux intervenir sur le BIOS du routeur. C'est pas nécessairement mais tu peux aussi, via l'opérateur. Tu peux aussi pirater l'opérateur qui a son dépôt d'update. Et puis quand les mises à jour partent, ça infecte d'office tout ton réseau de clients. C'est là où le chiffre devient impressionnant. Ça peut être un malware dormant aussi, qui à un moment donné est activé. Voilà. Enfin, ça peut être plein de choses. Mais comme on n'a pas toutes les infos, comme le disait Sébastien, mais l'utilité, c'est vrai qu'elle est particulière. On se pose la question de savoir à quoi ça sert. Ouais. Si vous avez une idée chez vous, à quoi ça sert, n'hésitez pas à nous le dire. On sera heureux de comprendre. Voilà. On est à la lettre R après routeur, on a Raspberry. Avec une chouette news, rigolote, Thierry, le Raspberry, on peut commencer à faire tourner de l'intelligence artificielle sur sa framboise. Oui, exactement, et je te remercie pour cette news que tu as partagée sur notre réseau. Je ne suis que générosité. Ouais, il aime donner, Marc, il aime donner. Voilà, et moi, je prends parce que ça m'a fait penser. Tu l'as cherché. Ou alors, il faut parler argent. Oui, alors, le Raspberry Pi 5e du nom a une vocation, a priori, toute trouvée grâce à un hat, un petit chapeau. En fait, qu'est-ce que c'est un chapeau, un hat, hein, dans le terme technique? C'est cette fameuse carte que vous pouvez, comme ça, plugger sur le port qu'on retrouve dès le début, en fait, des Raspberry. Je me suis amusé, moi, à essayer
le 5 est bientôt le prochain Raspberry que je vais tester. Il y a le 0 et le 5 qui sont pas encore passés dans mes mains. J'aime bien m'amuser avec ce genre de petit ordinateur. Je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant cette news, parce qu'effectivement, grâce à ce HAT, eh bien, on va clipser ça sur le Raspberry Pi 5e du nom, et on va le doter de puissance de calcul pour de l'IA. Alors certes, on va pas concurrencer du Nvidia, hein, il faut pas se leurrer, mais ça devient intéressant parce que déjà, on rappelle, hein, à la base, le projet Raspberry, c'était de fournir des ordinateurs pour quelques dizaines de francs ou d'euros, de dollars. Alors, ça a un petit peu évolué, hein, l'offre de prix, il y a eu effectivement des pénuries, des choses comme ça qui ont un petit peu changé la donne, mais ça reste super abordable. L'autre chose, c'est que c'est très évolutif, on peut s'amuser à faire évoluer tout ça. À l'heure où je vous parle, il y a un Raspberry Pi 4 qui fait tourner, par exemple, Home Assistant chez moi. J'adore ce concept parce qu'on peut ramener à la maison des choses au lieu de les faire travailler sur le cloud et du coup eh bien avoir un contrôle. Alors c'est la technologie qu'on va retrouver sur ce HAT, ben, on la retrouvera, et on la retrouve d'ailleurs sur d'autres devices qui viennent comme sur des caméras, sur des sensors, pour avoir de la puissance de calcul en local. On va aussi l'avoir par exemple dans des technos qui vont être embarqués dans des voitures. J'ai appris il y a quelques mois en arrière que par exemple de plus en plus de caméras embarquaient de façon native ce genre de choses. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui essaye de vous dépasser sur la route ou ce genre de choses. Donc on n'a pas besoin d'être connecté, on n'a pas besoin d'immense puissance de calcul. Et l'avantage du Raspberry, c'est qu'on parle de 27 watts de consommation. Autant dire rien du tout. Il s'alimente maintenant en USB-C. Je vous préconise d'utiliser l'alimentation officielle parce que ça consomme un peu plus qu'un chargeur ou un adaptateur quelconque. Mais ce kit d'IA va permettre à des gens de faire mumuse. Il y a par exemple des projets. Moi, je me suis amusé avec Motion Eyes, qui est carrément devenu une espèce d'OS. Vous pouvez le retrouver sur GitHub, où en fait vous transformez votre Raspberry Pi en un outil de surveillance vidéo. Alors principalement avec de l'USB pour contrôler les caméras, mais on peut lui donner comme ça des tâches à faire. Et dans la petite vidéo qui accompagne cet article, ben on peut y ajouter de la reconnaissance d'objets, de personnes, parce que on va mettre cette puissance de calcul à contribution sur ou par-dessus effectivement un logiciel. J'ai oublié le nom, il y en avait un qui était pas mal du tout. Il y a Motion Eyes qui vous permet d'avoir comme ça une petite structure de contrôle pour vos webcams, vos caméras at home par exemple. Puis par-dessus, il y avait une techno qui aussi en local, mais qui va pouvoir délester sa puissance de calcul dans d'autres cartes comme celle-ci pour reconnaître des objets, un homme, une femme, peut-être un chien, la lumière qui s'allume ou ce genre de choses, sans devoir être connecté au cloud. Ça en fait quelque chose de très très bien. Côté prix, on est sur aucune indication, mais pour la puissance de calcul et la consommation, on est largement suffisant pour bien donner peut-être une seconde vie, ou en tout cas de dédier ces usages à un appareil qui consomme vraiment peu d'énergie. C'est quelque chose qui reviendra dans le dossier, c'est la consommation d'énergie par rapport à l'IA, parce qu'effectivement des fois ça fait un petit peu, ça fout un petit peu le tournis, tout ce que consomme l'intelligence artificielle. Juste une précision, HAT, ça veut dire chapeau effectivement, mais c'est aussi l'acronyme de Hardware Attached on Top. C'est plutôt malin. Un port M2 sur lequel vient se plugger différents modules. C'est assez bien conçu, ça reste quand même très très compact, très ramassé, hein, pour voilà. Et ça a une puissance, ou en tout cas ça produit 13 TOPS comme on dit, donc 13 000 milliards d'opérations par seconde, ce qui est très en dessous effectivement de ce que permettent les coprocesseurs graphiques et des choses comme ça par exemple. Tu voulais dire un truc, Sébastien? Oui, c'est quand même pas mal. Tu fais la moue, mais c'est ça, un truc ou deux. Alors en fait ici le kit, tu as le HAT M2 et en plus une carte PHY M2 que tu mets dedans, qui est effectivement la carte pour l'intelligence artificielle.
Mais si tu veux ne pas la mettre et mettre un disque dur en M2, tu peux. Il y a des cartes Wi-Fi, il y a des cartes 4G en M2, il y a plein de trucs en M2. La plupart des cartes qui sont dans les laptops, c'est du M2. Oui, le HAT ne fait pas intelligence artificielle, c'est l'interface qui va permettre de brancher. C'est une interface, il donne l'interface, et en fait, le M2 te permet directement de te connecter sur le port PCI, enfin sur une LAN PCI Express. Donc tu connectes comme si tu mettais une bonne vieille carte dans ton PC. C'est ça. C'est comme on avait à l'époque, qu'on en fichait. Voilà. Ça fait bien. Ici, il faut 4 vis, quand même. Ici, oui. Sinon, avant, c'était une seule. Et t'avais une seule vis au bout. Il fallait pas laisser tomber dans le boîtier. Non, je vous ai partagé un deuxième lien, c'est malheureusement pas celui que j'avais vu, mais il est assez similaire. Il y a des petits malins qui se sont amusés à mettre effectivement un Raspberry en local avec une haute puissance de calcul sur d'autres micro-ordinateurs de cet acabit pour faire tourner des modèles de langage, pour faire tourner justement de l'IA, pour avoir justement encore une fois chez vous le hosting de ces puissances de calcul. C'est assez intéressant parce que son propre chatbot. On peut avoir son propre assistant vocal, son propre chatbot, et il y a fort à parier que tout ça communique avec des outils comme je vous ai cité, comme Home Assistant. Il y avait des projets français qui étaient allés là-dessus. Je crois que ça s'appelait Jarvis, pour reprendre le nom célèbre de Iron Man. Mais là, on voit que c'est de plus en plus accessible. Pour avoir fait Mumuse avec des puissances de calcul en local sur l'ordinateur, c'est vraiment bluffant et ça marche bien. Et puis, on est déconnecté effectivement du cloud, mais de savoir que ça peut tourner sur des machines de cette taille-là, ça devient très sexy. Voilà. C'est chouette. $70, ça coûte $70. En plus du Pi5, hein. Oui, bien sûr, en plus du Pi5. Et alors, retenez-le, parce qu'on en reparlera un petit peu plus tard, mais quand même, ça fait 13 TOPS, donc 13 teraops, donc 13 000 milliards d'opérations à la seconde, ce que des processeurs qui sont annoncés à la concurrence type AMD ou Intel, on est dans des fourchettes entre 50 et 150. Oui, c'est ça. Donc 13, c'est entre 3 et 10 fois moins qu'un processeur desktop classique qui, lui, consomme quelques centaines de watts. De mémoire, pour faire tourner correctement Copilot Plus qui s'en vient sur Windows 11, il faut à minima 40 TOPS. Si je n'ai pas tout à fait rêvé. Donc voilà, on est très en dessous, mais malgré tout, ça permet de faire tourner quand même des choses et de tester, de s'amuser. Ça reste ludique aussi, hein, comme tu disais Thierry, c'est aussi. Pardon. On peut faire du cluster. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Si j'ai pas compris, personne n'a compris. Qui a dit quoi? Si, il faisait de l'humour. Je te repasse le micro, Seb. Et au troisième top, il sera 21. On s'est interrompu pour ça. La lettre S comme sécurité. On va redevenir sérieux, je le sens. Ah oui, parce que sinon ça va être comme il y a quelques numéros. Oui. Je vais être licencié. Oui, c'est ça. S comme sécurité, Seb, chez Google aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison, il y a des failles de temps en temps, et ça fait pas toujours les mêmes gros bruits que chez d'autres gros d'autres gros GAFA ou GAFAM. Tu vois, s'il y a une fuite de sécurité comme ça chez Apple par exemple, là, t'en entends parler pendant 1 mois, par exemple. Mais, tu vas nous expliquer. C'est ça, mais il y a des raisons pour lesquelles on n'est pas au courant, c'est que en fait Google l'a pas non plus publié. Oui, c'est ça. Donc je suis quasi certain que si ça avait été publié faille par faille, on en entendrait très souvent parler. Mais ici, c'est tous des trucs qui ne concernent à chaque fois que quelques centaines ou quelques dizaines d'utilisateurs, quelques milliers, et donc ils se disent ça reste en interne et on l'a pas publié. Et effectivement, il y a une forme de tolérance là-dessus sur les fuites de données. Si c'est une erreur ou ça a touché 3 pelés, il y a probablement peu d'impact et ça n'a pas d'intérêt d'aller non plus annoncer à la presse, dire à tout le monde faites attention, on nous a piqué les mots de passe des utilisateurs si on en a piqué 3. Donc là-dessus, ils sont pas. En tout cas, en Europe, on n'est pas obligé de le déclarer.
On est d'accord. Et en plus, en déclarant ou en annonçant que quelques centaines par-ci, quelques centaines par-là, on reste sous le radar parce que ça ne s'adresse qu'à une minorité. Et la presse elle-même, qui fait le tri aussi entre les news qui vont porter le journal et faire du buzz. Passe chez Google. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine en réunion de rédaction sans adresse perdue chez Google? On n'en parle même pas. Voilà. Et donc, par contre, 100 000, là, on commence à ouvrir l'œil et à dire tiens, il y a peut-être un truc à faire autour de ça, mais ça n'arrive jamais. Donc tu passes après 1000 fois. On peut aimer 1000 fois. On peut une fois. Et donc, à un moment donné, si quelqu'un fait les comptes et additionne, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et donc, ils avaient un document interne où ils avaient la liste de tout, et ce document a fuité, et là, on refait le compte, on se dit, bon, ça fait quand même beaucoup d'incidents, parce qu'il n'y en a pas eu un, il n'y en a pas eu 10, il n'y en a pas eu 100, il y en a eu des milliers. Et donc, ils en ont ressorti quelques-uns, comme effectivement le fait d'avoir espionné des conducteurs. Et c'est pas, tu vois, quand tu regardes, on en fait un foin, mais oui, il y a une erreur, mais c'est pas fondamentalement grave. C'est-à-dire que Google a, par mégarde avec Street View, commencé à prendre des plaques d'utilisateurs. Et donc, à un moment, un mec s'est rendu compte que finalement, on a le déplacement de conducteurs et où ils étaient à certains moments. Et donc, question vie privée, là, les mecs, on n'aurait pas dû savoir que Marc était en train de se promener en Suisse le 12 juin et que, tu vois, et donc... Avec une grosse valise. Avec une grosse valise, sans me le dire. Et qu'il a ramené chez lui vide. Dans une Tesla, un Cybertruck, et qu'il n'avait pas le droit. Et donc, tu vois, là, oui, ça a été noté, et c'est normal, donc ils ont un registre de sécurité, et ça a été dans le registre, donc ils ont mis le truc. Là, par contre, il y a un problème un petit peu plus chiant, c'est que avec le clavier, ils avaient fait apparemment il y a un clavier pour enfants, je ne sais même pas. Ils ont enregistré des enfants qui parlaient. Et donc, ils ont 1 millier d'enregistrements de gosses qui parlent, etc., qui sont retrouvés sur leur serveur. C'est touchy. Merde. C'est toujours touchy dès le moment où il y a des enfants dans le truc. On avait déjà parlé de ça une fois avec des histoires de webcam, si je dis pas de bêtises. Mais oui, mais du coup, ça suscite un intérêt de la part de certains voilà. Et voilà, YouTube Kids, du coup, a enregistré à cause d'un bug du clavier. Alors, tu vois, t'imagines, c'est pas le truc que le mec, ils ont fait exprès. Et donc, mais merde, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, ils vont les supprimer, mais on note dans un registre que, on s'est retrouvé avec 1 millier d'enregistrements d'enfants qui baragouinaient devant YouTube Kids. Probablement pas des secrets d'État, hein. Mais voilà, c'est arrivé jusque sur les serveurs de Google, ou un petit peu plus, mais ils ont exposé 1 million d'adresses mail. Voilà, parce que tu utilisais du covoiturage sur Waze, et donc un petit bug, et donc ils étaient exposés. Ça veut pas dire qu'on les a tous chopés. Et donc il y a 1 millier de trucs, c'est arrivé sur 6 ans, ils ont tous été corrigés, mais voilà. Ça me fait penser qu'il y en a un qui est pas dans leur liste, enfin peut-être, qu'on avait trouvé avec David et qu'on leur avait envoyé, qui était très intéressant sur Google Maps. C'est-à-dire que Google Maps a une vue classique, et puis tu as une vue qui est pseudo 3D quand tu fais la vue satellite, quand tu arrives à zoomer, où tu peux commencer à tilter, c'est ça, à 45 degrés. Il faut savoir que sur les domaines militaires, quand tu commences à zoomer, Google te fait un gros flou et tu vois plus les domaines militaires. Sauf que quand tu le fous en 45 degrés, putain, d'un coup, hop là, c'était magique, ça revenait, c'était tout clair, et tu pouvais te promener dans le domaine. Et donc, effectivement, on a ouvert un truc chez Google en disant, les gars, je pense que c'est pas tout à fait normal. Envoyer les screenshots, et il a quand même fallu une dizaine d'échanges où il niait complètement en bloc. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Je pense quand même que là, tu vois, c'est les photos du SHAPE à l'intérieur. Le SHAPE, c'est une grosse base militaire en Belgique. On dit, je pense que si on envoie ça au SHAPE, ils seront pas contents. C'est le QG de l'OTAN en Europe. Donc je pense que les mecs, ils sont pas contents de ce truc qu'on puisse se promener comme ça. Parce qu'on voyait les détails, on voyait le truc de basket et tout le soin, quoi. Finalement, ils ont accepté, ils ont corrigé le truc, et ils nous ont dit, c'est gentil, parce qu'ils ont une forme de bounty. Donc quand tu leur donnes, rapporte un problème de sécurité, après, ils te filent 2 francs 6 sous, et ils nous ont dit, c'est gentil, on l'a corrigé, et on donnera que dalle, on en a discuté. Ah, bon, ça va, merci les gars. Donc, mais c'est typiquement, vous avez eu un échange de mails, etc. Vous avez été relativement patient, parce que d'autres, après le 3e échange, auraient dit, ça va, je le donne à la presse. Je publie. Mais en même temps, c'est militaire, c'est gênant, tu vois.
Bien sûr, tu l'as fait avec une certaine éthique. D'autres n'ont pas ce scrupule. C'est ça que je veux dire. Donc, voilà. Mais bon, voilà. Tout ça explique aussi pourquoi ça ne sort pas dans la presse. C'est une exclue. On n'a jamais, aucun média n'est au courant qu'ils avaient ça. Moi, je regrette un petit peu que tu ne m'en aies pas parlé. Oui, parce que ça aurait pas sur les technos. C'est vraiment. J'ai des photos du chef, du coup, si tu veux. J'ai des chroniqueurs qui n'ont pas ce réflexe. Qu'est-ce que vous voulez? Tous ces clics qui vont s'en aller comme ça. Quel dommage. Bref, on est arrivé au bout de ce sujet. Si vous avez des commentaires à faire, comme toujours, hein, n'hésitez pas à le faire. Et si vous nous regardez sur YouTube, c'est peut-être le moment de mettre un pouce. Enfin, on peut pas en mettre 2. Mais sur une application de podcast, vous pouvez mettre plein d'étoiles si vous voulez. Ça dépend de l'application de podcast. Mais en tout cas, mais 5, c'est déjà pas mal. C'est le maximum. Donc, voilà. N'hésitez pas à faire ça. C'est bien. Et laissez des commentaires aussi sur les applications de podcast. Ça nous aide à nous faire connaître. On n'a pas totalement terminé, mais je sens que... Pardon ? Pas sur Google Podcast. Non, mais pas sur Google Podcast, ça sert plus à rien. Non, de toute façon, il n'y a pas d'étoiles sur Google Podcast. Parce que, il n'y avait rien. Ah non, pas de brave, pas de chocolat, c'est comme ça chez eux, c'est comme tes bounty. Il reste ça, avant d'attaquer le gros sujet, on va dire, de cette semaine, à savoir le Computex 2024, je vous propose un autre sujet, le dernier dans la série de notre veille technologique, et en particulier de la veille de Thierry. La lettre X, comme porn, ça je pensais pas le voir sur mon écran comme ça, tiens, c'est bizarre. Autant le savoir, c'est ici si ça se trouve, c'est ici, à partir d'ici qu'on est déréférencés, machin, donc voilà. Voilà. Thierry, X, le réseau social qui appartient désormais à Elon Musk, l'ex-Twitter qui était très bien, ce petit oiseau sympathique et tout bleu, est devenu un truc horrible qui s'appelle X, et qui permet aujourd'hui, il faut le dire, et c'est quasiment toute la news, de la diffusion de pornographie, mais tu vas nous expliquer peut-être les arcanes du truc, les coulisses de ce... Oui, tout à fait. Les dessous. C'est les dessous. Oh, monsieur utilise un langage châtié. Oui, allez, c'est fini d'être prude sur ce réseau parce que non seulement, vous le savez, Elon, sacré Elon, il veut défendre la liberté de parole, la liberté d'expression, voilà, merci corporelle. Pour le mot qui manque. Et maintenant, c'est carrément un pan qui s'ajoute en plus sur la zoophilie aussi, avec des pans. Non. Je sais pas. Je sais pas si c'est déjà rangé par catégorie, mais hors micro, Seb, qui a aussi travaillé au fond de ce projet, ce sujet, a déjà remarqué qu'il y a des comptes qui avoisinent déjà les centaines de milliers, des centaines de milliers de followers. Voilà, en quelques heures, hein, puisque cette news, alors on enregistre, on est mercredi le 5 juin, et bien ça y est, c'est officiel, vous avez le droit de balancer du contenu pornographique, érotique, et d'en consommer. X, et d'en consommer, voilà, exactement, de le partager, de le commenter, de le liker, de le regarder avec une seule main. Et donc, du coup, eh bien, en fait, ça donne raison de quitter ce réseau parce que ça devient vraiment la foire d'empoigne. J'avais 2 sujets dans cet épisode, le Cybertruck, Tesla, notre ami Elon Musk, et X, X, ex-Twitter, et toujours Elon Musk. Ça aurait pu être 2, mais non, l'info, elle est bien réelle, ça y est. Et allez faire un tour, hein, pas pour vous convaincre d'aller consommer du porno, c'est pas du tout le propos, mais allez voir à quelle vitesse ça va, c'est juste incroyable, parce qu'à l'heure où on vous parle, eh bien, c'était il y a quelques heures que cette news officielle, sous le couvert justement de cette liberté d'expression, donc non seulement il y avait de la terre plate, des conspirationnistes, du raciste et de l'extrême droite, et j'en passe et des meilleurs, mais maintenant, on va mélanger tout ça avec du porn. Comme tu l'as dit, Marc, X et porn dans la même phrase, il fallait le faire, ça y est, c'est dans cet épisode des technos. Voilà. Ouais, parce que Twitter, pour faire du porn, ça aurait été moyen, quoi. Tu vois, le petit oiseau va sortir. X-porn, c'était peut-être ça le secret du rebranding de son réseau social, l'appelé X, c'était pour aller vers ça. Bon, entre parenthèses, il faut savoir que ça soit sur Insta, que ça soit sur TikTok, que ça soit bien évidemment sur ex-Twitter X, il y avait déjà pas mal de contenu pour
achalander comme ça pour ramener du chaland sur d'autres réseaux. Hein. Je vais pas vous faire la liste des réseaux sur lesquels, en tant qu'adulte, vous pouvez dépenser de l'argent pour regarder des messieurs et des madames toutes nues. Mais là, maintenant, vous pouvez ne plus vous contenter d'une URL, c'est de carrément, franchement, mettre un extrait. C'est une raison de plus, en tout cas pour moi, hein, je sais pas ce que vous en pensez tous les deux, de se dire que, ben voilà, je pense qu'on va arrêter ces conneries et on va arrêter de se casser la tête sur ce réseau social. J'avais encore une petite envie de continuer, mais là, franchement... mais je suis d'accord avec toi. Cette histoire de liberté d'expression, c'est... Il y a encore du monde, même s'il perd des abonnés très régulièrement, ça on en parle peu, mais c'est en chute quand même. Mais ce que je trouve étonnant, et peut-être que Sébastien donnera son opinion là-dessus, mais quand tu regardes la télévision, et en particulier les chaînes d'information, on relate que le président Macron, sur Twitter, a déclaré que le président Biden, via le réseau social X, a déclaré ceci, et que les politiques, et certains organes de presse ayant pignon sur rue, continuent à se servir de ce réseau social uniquement pour communiquer avec le monde de manière générale, et que tout le monde c'est très logique d'avoir une déclaration de Macron, une paire de fesses, une déclaration de Biden, une paire d'autres de baskets, on va dire. Voilà, c'est quand même un mélange. Il y a un mélange des genres maintenant sur ce réseau social qui n'en est plus un. Hein, on peut pas dire ça. C'est quand même très très étonnant. Qu'en pense Sébastien ? Alors, avant de donner mon avis, moi j'ai une coïncidence que je trouve très 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 amusante, et je sais pas si c'est pour ça qu'Elon l'a fait. C'est que il autorise le contenu ouvertement pornographique quelques jours seulement après le retour de Trump sur X, qui vient de se faire condamner à cause d'une histoire avec une actrice pornographique. Avec son histoire tordue. Il y a peut-être eu un truc qui s'est fait, et en un coup il dit bon allez, maintenant qu'il est là. Pour la réalité juridique du truc, Trump ne s'est pas fait condamner pour des histoires de pornographie. Il s'est fait, il s'est fait condamner parce qu'il a caché le fait qu'il a utilisé ses comptes de campagne pour dédommager la dame, l'actrice porno, avec laquelle il a eu une histoire. Donc ça fait partie de si l'histoire. Trump avait fait du porno, ça aurait pas fait beaucoup de hits. Hein. Non, j'aurais pas été. Alors sur le fond, sur le fond, je suis, pour une fois, ce n'est pas coutume, je suis pas à 100% d'accord avec Thierry là-dessus, dans le sens où le contenu adulte ne me choque pas outre mesure à partir du moment où il peut être filtré. Sur Google, tu peux regarder dans Google, tu peux chercher, si par défaut tu as le Safe Search, si tu le désactives, Bitcoinichon, il y en a aussi, mais alors dans tous les sens. Sur le web. Mais parce qu'il y en a sur le web. Et si c'est ce que tu cherches, tu désactives le filtre et tu l'as. Ouais. Alors que sur un réseau social, tu l'as parce que tu désactives le filtre, parce que j'ai vérifié. Et avec le filtre, la seule chose que je retrouve, c'est sur Porn. C'était une ancienne chroniqueuse de chez nous, mais qui a mis un hashtag là-dessus pour rigoler. Mais en dehors de ça, c'est clean, c'est propre. Donc à partir du moment où un enfant ne va pas tomber dessus, c'est comme regarder la télé. À la télé, il y a des chaînes où j'ai Playboy TV sur le décodeur. Si tu veux y arriver, tu dois appuyer sur un code. Et je suis pas sûr que je l'ai, hein, mais il est là. Et donc ça fait partie de la réalité. Ouais, c'est là où le flou existe. On remercie nos amis de 20 minutes qui viennent quand même sur ce thème. Le lien que je vous partage là-dessus, c'est qu'ils disent que X assure néanmoins justement la protection des enfants, mais c'est pas très clair sur comment. Est-ce que c'est juste le filtre? Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'il y a un contrôle d'âge? Il faut pas se leurrer. Je pense que de plus en plus. Oui, voilà. Non, mais je sais. Mais ça devient de plus en plus hypocrite. C'est qu'effectivement le gamin, on va dire le jeune enfant qui a envie ou qui cherche va trouver. Maintenant qu'il tombe dessus parce qu'il l'a pas fait sciemment, il n'était pas en train de le chercher. Je sais pas dans quelle mesure c'est vraiment efficace. Quand va réagir l'Europe?
parce qu'il y a eu déjà des réactions par rapport aux sites pornographiques et l'Europe exige maintenant que les sites fassent le maximum en tout cas pour filtrer l'entrée sur le site, sur leur plateforme. Comment est-ce que ça va réagir de ce côté-là? Parce que là, c'est quand même beaucoup plus ouvert et beaucoup plus facile. Faut pas prendre les enfants pour les cons non plus. Donc voilà. Mais je suis mal à l'aise quand même avec le point de vue parce que on a une telle tolérance aussi bien aux États-Unis qu'en Europe majoritairement vis-à-vis de la violence qui est publiée sur les réseaux dans tous les sens. Et alors tu peux regarder sur Instagram quelqu'un qui va se faire tabasser et tu vas voir si tu as quelqu'un l'a suffisamment mentionné, tu vas voir une petite icône qui dit attention, contenu sensible, est-ce que tu veux vraiment le voir? Tu mets ton doigt dessus et bim, tu vois des trucs qui sont horribles. J'ai vu des trucs horribles sur Instagram, sur Threads, sur X, sur tous les réseaux, et c'est accessible sans safe search. Hein. Tu as accès d'office. Tout le monde te prend la violence dans les dents. Et alors je dis ça, mais en même temps je suis parent. J'ai regardé une série qui était 12+, donc voilà, a priori, mais j'ai 2 grandes qui étaient avec moi dans le salon, et il y avait, c'était quand même assez violent, il y avait une série de cadavres, machin, et tout, je passe tous les détails, pas réagi plus que ça, et puis à un moment, t'as une scène un petit peu olé dans un couple, et sur le moment, je me dis, oh, est-ce qu'elle regarde, et puis un moment, il me dit, enfin, oui, juste la scène avant, il y avait plein de cadavres, et j'ai pas réagi, je suis quand même un peu couillon, je préfère qu'elle voie un couple amoureux en train de faire des folies de leur corps que des mecs découpés en rondelles. Mais c'est un débat de société, mais c'est pas toujours si évident de se positionner. Et je nous trouve, on peut dire on interdit le porno, mais alors je nous trouve très tolérant sur la violence. C'est pas faux. Les deux opinions se chevauchent et s'opposent, mais en même temps, c'est ça aussi qui fait l'intérêt de tout ça. Si vous avez une opinion, n'hésitez pas à la partager avec nous. Est-ce que vous allez du coup aller sur X parce qu'on vous a dit que il y avait un nouveau type de contenu qui pourrait peut-être vous intéresser, ou que justement ça va vous déplaire et dire non, moi je ne mange pas de ce pain-là et je préfère ne plus y être. Très honnêtement, le jour où on a décidé de ne plus être avec les technos sur X, en tout cas de ne plus publier sur X, c'était pour d'autres raisons, comme tu le disais, Sébastien, qui n'était pas lié à de la pornographie, mais plutôt à des opinions et des prises de position du patron de X, que nous ne défendons pas. Je comprends totalement. Hein. C'est des extrêmes. Non, mais moi, ce qui me chagrine, c'est de faire tout passer par cette liberté d'expression. Peut-être qu'on n'est pas assez sensible à la culture américaine, sachant en plus que Musk vient de l'Australie. Bon, voilà, je fais mon ethnographe à 2 balles, mais ouais, j'ai de la peine avec ce truc de parce que j'ai envie de laisser la place à tout le monde, je permets aussi ça. C'est quoi la prochaine étape? Moi, j'arrive plus à trouver mon compte sur ce réseau. Je dis pas que j'arrive pas à trouver l'identifiant. Hein. Je trouve plus mon compte dans le sens, j'arrive pas à trouver l'intérêt d'aller sur ce réseau, même si voilà, machinalement, je continue à l'ouvrir de temps en temps. C'est un tout. Oui, il y a aussi le personnage, il est de plus en plus mis sur la sellette par rapport à ses choix ou ses non-choix ou ses décisions un peu abracadabrantes. Donc, moi j'ai le sentiment que le porno c'est qu'une étape de plus parce qu'il y aura peut-être d'autres surprises qui vont venir, c'est-à-dire que X va peut-être être un truc, et il l'a dit, hein, on va pouvoir payer des choses, faire des machins, des trucs, des bidules. Pour le moment, je vois rien de tout ça. Et puis pendant ce temps, on a nos copains asiatiques qui font ça très bien sur Cocoa, Line ou TikTok, ou sur ou sur d'autres plateformes dont on ne connaît pas l'existence puisqu'effectivement elles nous concernent pas. Donc ouais, voilà. Affaire à suivre, on a envie de dire, ou pas, peut-être, ça dépend des sensibilités des uns et des autres. Moi, ce que je peux en dire, en tout cas, vous regardez ça avec une certaine hauteur par rapport aux réseaux sociaux, je trouve que le réseau social tel qu'on l'a vécu dans ses débuts, que ce soit Facebook ou Twitter, et dans une moindre mesure peut-être LinkedIn, c'est derrière nous, et que l'attrait pour le réseau social est en train de se tarir quand même. Où est-ce que tu as mis le son ?
Le petit son. C'est le moment. C'est le moment du son. Tu veux le petit son? Ah bah oui. Bon, d'accord. Voilà, ça c'était le bon vieux temps. C'était mieux avant. La phrase, c'était mieux avant. Voilà. Bon, allez, de toute façon, on ne peut pas tirer de conclusion là-dessus. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez chez vous, parce que nous, il reste encore des choses à faire, et pas des moindres, puisque là, c'est le gros sujet, on va dire. C'est pas vraiment un dossier, mais c'est un gros sujet qu'on va aborder ensemble. Le Computex, c'est un des rendez-vous technologiques de l'année à Taïwan. Taipei pour être précis, c'est un rendez-vous technologique, c'est là que les marques, les fabricants par exemple de processeurs ou autres, font leurs annonces. Alors des fois c'est un peu redondant par rapport à ce qui s'est déjà dit dans d'autres occasions, mais ça a l'avantage de faire une espèce de synthèse de l'ère du temps au niveau technologique et des avancées technologiques, de la manière dont ça avance. Avant toute chose, oui, je vais le faire en français, mais pour bien faire les choses, on va remettre les choses un petit peu dans l'église au milieu du village. C'est quoi en fait le Computex? Ça vient d'où? C'est quoi, Thierry? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. À la semaine prochaine. Au revoir. 1981, c'est la naissance de un des plus grands salons tech et surtout d'ordinateurs, de computer, puisqu'effectivement Computex, si je m'amuse à faire de la traduction, c'est calcul. Voilà, en français. Merci Google Trad. Tu l'as dit, c'est effectivement chez nos amis de Taïwan que tout ça a vu le jour. Alors ils ont changé plusieurs fois de lieu d'exposition, et puis à l'heure où on se parle, eh bien se tient effectivement l'édition actuelle 2024, puisque si je reprends les dates exactes, c'est du 4 au 7 juin 2024. Il y a déjà des keynotes qui ont eu lieu, il y a déjà des annonces. Le Computex, c'est aussi l'envie de faire briller la tech là où elle se fait. Le choix de Taïwan, il est pas fait par hasard, pas besoin de vous dire où se fabriquent pas mal de composants. Et puis il y a de plus en plus d'exposants qui font le détour en Asie pour y être présents. Là où moi je passe plutôt pour l'amoureux et le spécialiste du CES qui avait tenté la chose avec CES Asia. C'était pas du tout dans le but, par exemple, de montrer Computex, mais c'était une volonté affirmée de se dire il faut qu'on soit en Asie. Il y a pas mal de choses qui se passent en Asie qui mériteraient un coup d'éclairage plus conséquent sur ce qui s'y passe. Alors moi, par exemple, je suis pas du tout dans le jeu vidéo, mais c'est là que ça se passe, par exemple, pour nos amis japonais. Cette année, ça se passe dans le Songchan Airport Exhibition Hall. Voilà. Avant, c'était le Taipei World Trade Center, le TWTC, que tout ça se tenait. Donc, vous l'aurez imaginé, ça devient de plus en plus gros, ça devient de plus en plus incontournable. Ils ont réouvert ce lieu qui peut accueillir pas mal de monde. Et puis, c'est voilà le rendez-vous des constructeurs, des équipementiers, des fondeurs. Là, on est dans l'informatique pure et dure, comme ce qu'on va retrouver dans nos ordinateurs, nos devices, les puces et ce qui feront les ordinateurs ou les puissances de calcul sur lesquelles vous allez pouvoir compter. Et puis de plus en plus de constructeurs qui viennent d'acteurs, on va dire satellitaires, qui vont venir se greffer sur cette expo. Pour les nouveautés, je passerai la parole à notre ami Seb pour revenir justement sur les quelques annonces qui ont été faites. Tout ça pour dire que en parlant de cette expo, qui a quand même pas mal d'années derrière elle, ça m'a fait penser à une exposition suisse qui a tenu pas mal d'années, qui s'appelait le Computer, l'Expo Computer, ou tout simplement Computer. Donc dans les années 80, dans les années 80, on n'était pas très imaginatif pour les noms de salons, mais il faut savoir que
à Lausanne, ici en Suisse, on avait des constructeurs qui se déplaçaient jusqu'en Suisse parce qu'il y avait, je sais pas à quoi ça tient, dans les années 80, une réelle volonté de mettre en avant ceux et celles qui faisaient l'informatique, qui allaient être les outils de tous les jours, qui allaient être les constructeurs sur lesquels il fallait compter, les éditeurs de logiciels, et j'en passe, et des meilleurs. Tout ça, c'est un petit peu distillé avec le temps. Et puis, c'est pas mal de parler de cette news, parce que moi, je voulais vous parler d'IA. On va attendre patiemment la WWDC de chez Apple pour voir s'il y a de l'IA intégrée ou pas dans les futurs OS et hardware. Mais ça m'a fait penser à cette époque vraiment particulière des années 80. Je vais faire mon vieux con, puisque pas plus tard que dimanche, je suis allé à une bourse de vieux ordinateurs ici en Suisse, en Valais, et ça réunissait des Suisses, des Belges, des Français qui venaient des quatre coins du monde, et j'ai retrouvé cette ambiance des premiers salons de l'informatique. Donc il serait bien une fois utile que j'aille voir ce qui se passe en Asie, là où effectivement il y a des choses qui se passent aux États-Unis. Pour les noms, voilà, il y a quand même le CeBIT pour l'Europe. Oui, c'est fini. C'est fini. Oui, il y a plus, mais c'est devenu le CeBIT qui a été jusqu'en 2019. Il a arrêté en 2019, il a décidé. Voilà. Et puis, je vous ai déjà dit le CES à Las Vegas en début janvier. Voilà. En fait, le CeBIT, c'était un petit peu le Computex européen. C'est ça. Et donc, pour l'avoir vécu, je suis assez... Ouais. Donc oui, c'est ça. Et donc du coup, c'est d'où l'intérêt de relater ce qui a été annoncé, même si c'est des fois un peu redondant à Taipei, parce que finalement, c'est vrai que c'est devenu central. Et peut-être que 2 salons ne se justifiaient pas, d'autant que eux sont à proximité géographique, on va dire, des grands fournisseurs, des grands fondeurs en matière informatique. Sébastien, des annonces. Il en reste toujours un en Europe qui est encore assez connu, c'est le Mobile World Congress, même s'il est plus orienté. Oui, il est très orienté. Chez nos amis espagnols. Ils ont plutôt tendance à quand même ajouter d'autres technos que juste du mobile. Ouais, c'était pas forcément le cas au tout début pour les avoir vécus, mais c'est vrai que maintenant on va vers du constructeur, on va vers du processeur. Ils parlent d'intelligence artificielle aussi de plus en plus, forcément. Ça remplace tout doucement ce qui se faisait à l'époque au CeBIT, si on peut le dire. Et bon, c'est la dernière année du Computex à Taïwan, parce que peut-être que l'année prochaine, ce sera le Computex en Chine. Il n'y a pas de géopolitique chez nous, mais on ne sait jamais. C'est des choses qui peuvent arriver. Voilà. Et du coup, maintenant, on est censuré en Chine. Alors, c'était pas déjà le cas. Si, je pense, on a déjà fait assez de numéros sur les trucs. Je pense qu'on ne doit pas aller visiter la Chine, où on terminera en tôle directement. Alors que j'ai rien contre la Chine. Non, on est mis contre les Chinois, ça dépend lesquels. Enfin, bref. C'est ça. Tant qu'ils aiment le porno. Alors. Des annonces. Ah bah justement, tiens, Snapdragon X. C'est reparti. Snapdragon X Elite. Elite en plus, hein, tu vois, c'est pas juste le petit X, c'est le X Elite qui est effectivement dévoilé chez Snapdragon, et qui a comme but de sortir de sortir du portable. Donc en fait, Microsoft veut aller sur du PC desktop. Mais pas que, il va y avoir le Surface Pro, l'ordinateur en un, le Surface Laptop, le machin, et c'est surtout, donc, comme vous l'avez compris, à destination de Microsoft, même si c'est pas que, qui a comme vocation de faire vendre du PC, parce que Microsoft qui aime bien il y a un nouveau PC, parce qu'à chaque fois ça fait une petite licence à payer, parce que c'est un des derniers dans l'industrie à vendre des licences comme ça pour gagner sa vie, et pas des abonnements, parce qu'il a déjà migré Office et compagnie, mais Windows, il n'est pas encore aux abonnements, donc il faut mettre à jour, et il faut vendre des PC pour gagner des sous-sous. Et donc ici, c'est des nouveaux PC avec quelque chose de nouveau, parce que revendre un PC aujourd'hui, c'est très difficile à Madame Tout le Monde, Monsieur ou Madame Tout le Monde, parce que ça va sur Internet, ça lit les mails, ça fait tout ce qu'il faut, mais le PC d'aujourd'hui de Madame Pichemou ne fait pas d'intelligence artificielle. Et donc, comme le PC est un bête PC, et maintenant Microsoft veut vendre des PC intelligents.
avec Copilot Plus. Voilà, j'ironise un peu, mais c'est vraiment le principe. C'est toute la sauce qu'on essaye de nous vendre. C'est la sauce qu'on nous vend. Il y a une autre petite sauce qu'on nous vend aussi et qui va typiquement, et ça, je l'avais dit quand on avait parlé justement de la build de Microsoft il y a 2 ou 3 semaines, c'est que on va sur une architecture ARM, donc Microsoft versus Apple, ils sont maintenant sur les mêmes types de processeurs et ils peuvent se tirer la bourre. Et c'est un peu le retour de Microsoft aidé par Snapdragon et cette architecture qui revient avec du hardware, la Surface entre autres, équipée de ce type de processeur. Donc oui, il y a ce côté, cet argument marketing qu'est l'intelligence artificielle à portée de main, mais il y a aussi ce changement de paradigme sur l'architecture sur laquelle va être construite notre PC de demain, quoi. Oui, mais en même temps, la Surface, c'est un très bon matos. On en a quelques-uns au boulot. On a des gens qui l'utilisent comme étant leur PC standard, parce que finalement, entre une Surface et un laptop, c'est une Surface sur laquelle tu as balancé un clavier. Hein. Au lieu d'avoir foutu la carte mère et tout le soin en dessous du clavier, on l'a mis derrière l'écran. Donc le poids change un peu de côté, mais peut-être que ça va moins chauffer avec un processeur ARM quand même, parce que c'est possible. Et l'autonomie sera peut-être un peu meilleure, parce que c'est pas ça. C'est vrai que c'est un peu, ça traîne un peu. Alors ils ont annoncé un paquet de, ce que je disais tout à l'heure, Snapdragon, c'est Qualcomm, c'est pas de Snapdragon. Donc voilà, c'est Qualcomm qui fait le truc. Et donc ils ont quand même déjà annoncé une vingtaine de PC différents avec toutes les marques. Hein. Toutes les marques sont là et toutes les marques s'en donnent. Acer, HP, Lenovo, Samsung, Asus, Dell, etc. Bon, pour certaines qui sont quand même très locales, hein, il y a beaucoup de marques qui sont asiatiques, donc ils n'auront pas dû aller très très loin, et effectivement ces PC vont arriver assez rapidement, hein. 18 juin ils seront sur le marché, donc on parle pas d'un truc futuristique, vous pouvez en acheter pour aller, on l'annonce et il est déjà produit, il est dans les cartons et est en train d'être distribué probablement dans les palettes, dans les avions, au moment où on en parle. Au moment où Apple va annoncer son processeur M4 embarqué dans les futurs MacBook et MacBook Pro ou MacBook Air, on verra bien ça dans la semaine prochaine, mais voilà, on est sur... Là, ils se tirent de nouveau la bourre et ça c'est bien, je trouve. Ça donne envie. Un peu de concurrence. Alors, ils veulent pas juste vendre 2-3 PC. Les mecs d'ARM, ils espèrent que d'ici 5 ans, ils auront 50% du parc PC. Hein, donc, les mecs, ils y vont. Et je me rappelle, il y a Techno, il y a 2-3 ans, on commençait à se dire, tiens, serveur ARM, c'est pas couillon, il y a quand même beaucoup de cœur. Ouais, des PC sur ARM, la bonne blague. Bon, mais voilà, maintenant, on est dedans. On est en plein dedans. Derrière, il y a toujours Pat Gelsinger, patron d'Intel, qui se dit oups, merde, qu'est-ce qu'on fait les gars, parce que nous, s'ils sont tous en train de vendre de l'ARM, nous on vend plus de processeurs. Et alors, eux, effectivement, ils disent nous on a des nouveaux processeurs, c'est les Lunar Lake. C'est quand même chaque fois très difficile à suivre, et dans les références et dans les noms, hein, Lunar Lake, qui effectivement va débarquer avec 120 teraops pour de l'IA, contre effectivement, comme on disait tout à l'heure, très sur le petit Raspberry. Donc on a des trucs qui sont hyper rapides avec 32 Go de mémoire, machin, et en gros on a l'équivalent des puces M d'Apple. Donc voilà. Et là aussi plein d'ordinateurs annoncés, blablabla, et des nouveaux Xeon. Et puis t'as un autre qui fait exactement la même chose, hein, et qu'on connaît bien, c'est AMD, hein, qui dit nous aussi on va sortir des nouveaux processeurs avec de l'IA, et un petit peu moins, eux c'est 50 teraops, mais voilà, c'est toujours ça. Et Nvidia qui est là aussi sur le marché au Computex, et on peut faire beaucoup de news, mais alors quand même à notre décharge, le Computex est encore pendant 2 jours et on enregistre le mercredi. Il y a probablement encore des news qu'on ignore, donc on ne peut probablement pas vous parler de choses dont on n'a pas encore reçu l'information. Et si ça vaut le coup, on en parlera sans doute la semaine prochaine, du coup. Tout à fait. Oui, mais voilà, je voulais ressouligner on n'a pas tout, parce que le truc est pas fini. Et alors Nvidia qui annonce aussi plein de choses, parce que ils sont pas en reste évidemment quand on parle d'intelligence artificielle, et eux espèrent intégrer des GeForce RTX. Pour là aussi pouvoir être dans tous ces PC Copilot plus
parce que voilà, toute l'industrie espère que ça va relancer la vente du PC. Juste par rapport à Nvidia, il y a cette annonce, ça fait un peu partie, c'est toujours des annonces en marge d'eux, et il était question du projet G-Assist, oui. qui est en fait, l'idée c'est d'aider par le biais d'une intelligence artificielle les gamers à optimiser leur jeu vidéo en fait. Et donc là, je sais que dans le milieu du jeu vidéo, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre en disant oh là là, si t'as le quoi de payer de l'intelligence artificielle, tu vas être meilleur que moi sur le jeu, truc muche, bazar, etc. Enfin, ça crée quand même des tensions ou des disparités par rapport au jeu. De toute façon, si t'avais de l'argent, t'as une meilleure carte graphique et tu vas être meilleur que lui. Ouais, bien sûr. Ça, il n'y a pas de photo. L'argent dans le jeu vidéo est important. Et puis, bon, là, on va pas... Il y a Mediatek aussi, qui est, enfin, mine de rien, voilà, ça reste aussi un grand concepteur qui, lui aussi, annonce plein de nouveautés. Et dans ces nouveautés, ils ont rejoint l'ARM Total Design, qui est un groupe de constructeurs qui sont mis ensemble et qui construisent tous de l'ARM pour échanger entre eux sur certains points. Donc c'est des gros, hein. C'est des gros. Oui, c'est Broadcom, Samsung, TSMC, etc. Donc c'est des gros. Voilà, il y aura certainement encore d'autres choses, mais c'est une conf qui par définition est hyper technique parce que on est sur le constructeur directement. On n'est pas sur des trucs très mass market, c'est pas glamour. Ici, on est vraiment sur de la technique pure et dure. Ça muscle, c'est moi qui ai le plus de cœur, qui ai le plus de machin. Mais voilà, c'est ça le Computex. Hein. Voilà. Oui, c'est ça. Ce n'est que ça. Mais effectivement, les annonces qui viennent avec, on a parlé des différentes marques qui s'équipent avec Snapdragon, par exemple. Là, ils ont bien orchestré leur communication. C'est nickel, c'est carré, c'est tout ce que vous voulez. Mais en même temps, je le répète, ça relance je trouve le PC face au Mac, et c'est tout profit, je pense, pour le consommateur à terme sur ces machines-là. Parce que si elles savent faire du calcul pour de l'intelligence artificielle, elles peuvent faire bien d'autres choses aussi. Et ce sont des machines qui seront tout à fait compétentes, on va dire, dans d'autres domaines. Mais le dernier point dans les news, parce que c'est parce que tu lances le truc ici, mais ça doit être dans le numéro 15 ou 16 des technos. Il y a 2-3 mois, quoi. Hein. Quand on avait des cheveux. Quand on avait des cheveux, qu'on était jeune, qu'on était maigre, etc., etc. Thierry n'a jamais été maigre. J'ai jamais été gros. C'était bien avant les technos. Tes vêtements sont trop serrants. Ça doit être ça. T'as dit pourquoi je suis cadré comme ça? Oui. D'ailleurs, je peux répondre à un autre truc. Tu disais pourquoi les constructeurs venaient en Suisse. Alors, c'est facile. Tu vois, ici, ils vont en Asie parce que c'est là qu'il y a tous les fondeurs pour le moment. Mais à l'époque, on avait besoin d'or pour mettre dans les cartes mères. Hein, donc l'industrie a toujours été chercher beaucoup d'or. Donc ne cherche pas trop loin pourquoi ils venaient en Suisse. Non, mais je le sais. Il y a une très grosse récupération de circuits imprimés ici dans le canton de Vaud, et qui travaille pour pas mal de gros constructeurs pour récupérer l'or. Voilà. Là, sur les cartes sûr. Voilà. Tu le lances là-dessus, c'est foutu. Non, pas une, quoi. Et donc, à force, cette convergence, je rebondissais sur ton dernier point, Marc, on en a parlé donc en épisode 12 ou 13, et Motorola avait essayé de le faire, c'est la convergence entre le PC et le téléphone mobile. Oui. À partir du moment où tout le monde est sur de l'ARM, qu'on a des trucs assez costauds, fondamentalement, si tu démontes un MacBook ou si tu démontes un Ultrabook, ou tout ce que tu veux, la carte mère, elle est rikiki, le processeur est rikiki, le seul truc qui prend de la place, c'est ton clavier et ton écran. Acer avait fait une machine avec un téléphone, ou Motorola avait fait ça, où ils avaient effectivement, c'était un genre de PC totalement vide, et tu prenais ton téléphone, tu le glissais dedans, et ça devenait ton ordinateur portable. Et à force, peut-être qu'on sera au numéro 2000, mais on finira par avoir ce genre de truc. On l'a chez Samsung avec cette technologie qui s'appelle le DeX. Voilà, moi que je trouve génial. Maintenant, c'est un peu restrictif par rapport au type d'OS, mais de savoir que tu arrives au bureau, tu branches ta prise USB parce que tu as dessus de la HDMI, ton clavier et ta souris, puis que tu as ton unité de calcul avec toi.
avec laquelle tu repars tes documents et tout, pour un peu que tu aies aussi du cloud. Je trouve ça assez balèze. Peut-être qu'un jour, on verra du Apple aller vers ça, puisque avec l'iPhone 15, il y a enfin de l'USB-C, donc du traitement de fichiers, par exemple pour la vidéo, les choses comme ça. Ouais. On n'est pas loin d'arriver à avoir un seul appareil, mais c'est plus fort que tout. Ces constructeurs aiment quand même diversifier les appareils, les types de tablettes, les types d'usages. Aussi pour dire que peut-être, au vu des prix qui sont pratiqués, je me rappelle cette anecdote sur notre ami Feu Karl Lagerfeld, qui avait un iPad par style de musique. Donc il y avait un gars qui s'occupait de cette playlist musicale, et il y avait l'iPad pour ce type de musique, celui-là, et il y avait un gars qui s'occupait de faire que ça pour lui charger la musique. Voilà, donc le fait d'intégrer, de réunir tout ça, c'est un vœu pieux qui existe depuis très très longtemps, mais je sais pas à quoi ça tient que ça n'a jamais pris, puisque techniquement, si on prend un Samsung sur Linux, tu peux travailler avec. Bien sûr, mais c'est pas... Est-ce que c'est l'intérêt du fabricant? Les fabricants, ils ont intérêt à te vendre des devices séparés. Et voilà. Donc voilà, il est là l'intérêt. Voilà. Le tout en un n'est plus. Ça a été le cas dans les appareils hi-fi. On s'en rappelle, où il y avait le lecteur cassette, le tuner, la platine, etc. Le tout en un. Hein, et ça, on est très très content d'en vendre. Et puis ils se sont rendus compte qu'en vendant les trucs séparément, il y avait moyen de se faire plus de thunes, quoi. Voilà. Bref, Thierry, pour conclure sur ce Computex, qu'est-ce que tu pourrais rajouter de plus? Alors, on peut juste parler de la tenue fantastique de Jensen Huang, si je prononce bien son nom, c'est le PDG de Nvidia, hein, bien évidemment. Il m'a fait penser au PDG de Siemens que j'ai vu en janvier dernier au CES. Il se la joue rock'n'roll avec son pantalon noir et son cuir. On avait presque la même tenue pour le PDG de Siemens, qui est venu présenter, alors là, pour donner raison à notre ami Seb, qui est venu présenter la Nvidia Blackwell. Vous avez une image pour ceux qui viendront sur YouTube. C'est et dans le lien qu'on vous met dans la description. Voilà, exactement, un appareil apocalyptique. Il ressemble presque à une espèce de tête de mort avec ces deux processeurs. Et puis ouais, il y a un petit visage comme ça qui se dessine. Ouais. C'est juste des chiffres affolants. Ça, c'était pour les mettre en comparaison avant avec l'exemple du Raspi 5, puisque là c'est c'est 8 GPU avec une puissance de calcul qui est réduite de 15 kW, c'est-à-dire 15 000 watts de puissance divisé par 8, c'est 1875 watts par GPU. Donc là, pas besoin de vous dire ce que ça va générer comme facture d'électricité, c'est juste incroyable. Mais là, on s'adresse bien évidemment pas à monsieur, madame, tout le monde, à moins que vous ayez envie de chauffer toute une maison ou tout un immeuble avec ce que ça va consommer aussi en énergie. C'est des puissances de calcul qu'on va peut-être voir débarquer chez des plus gros. Mais se pose la question, là, l'article de TechRadar qui le cite, se pose la question de la consommation, des chiffres complètement affolants, des gigawatts qui sont en jeu, parce qu'effectivement, une fois posés ces serveurs de puissance de calcul, bien, il faudra bien les alimenter, il faudra les refroidir. Voilà, ça c'est déjà les premières impressions. Et puis dans cet article, ben voilà, les humains numériques, on va continuer à en voir, hein, puisque c'est grâce à ces fameux GPU qu'on va pouvoir calculer toutes sortes de choses. On oublie peut-être l'humain qui reviendrait peut-être au centre de tout ça. L'auteur de cet article s'amuse à dire que ben voilà, on s'éloigne d'un petit peu de plus en plus de l'humanité. Mais c'est vrai que ces puissances de calcul permettront pas mal de choses, quitte peut-être à nous remplacer. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est, encore une fois, comme on l'a dit, on est en plein dedans, hein, il y a encore d'autres annonces qui vont sortir, c'est la consommation électrique. Je les vois pas arriver sur des solutions probantes, ou en tout cas peut-être éluder la question de la consommation d'énergie, parce que on sait qu'on va aller vers ça. Et puis l'exemple qu'on a cité avant, 27 watts, c'est 3 fois rien, c'est à peine quelques watts de plus qu'une ampoule LED. Un peu plus qu'une seule, hein, bien évidemment, mais c'est déjà se raisonner sur les usages, puisque, comme on le disait, hein, 13 tops, c'est peut-être suffisant pour un usage individuel ou domestique.
Là, on n'est pas du tout sur les mêmes attentes, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'aller sur le concours de la quéquette la plus longue? Voilà, je l'ai dit. Il y a un peu de ça, c'est de la démonstration. On se rappelle, enfin, je vais prendre 2 exemples qui me viennent à l'esprit. Une pseudo-chaîne de télévision américaine qui avait fait tout un journal uniquement généré par les IA. Et ils sont incapables de le reproduire parce que, d'abord, faire du temps réel, c'est juste pas possible. Le temps de calcul pour l'ensemble du journal, qui dure une 20aine de minutes, est bien supérieur à ces 20 minutes. Donc, je vois pas où est l'intérêt par rapport à ce qu'on fait avec des vraies personnes aujourd'hui qui se posent dans un studio sous une lampe avec une caméra devant eux. Je pense que c'est des mauvais exemples. Ouais, c'est de la musculation, mais ça ne sert à rien. Et le deuxième exemple, on en parlait la semaine dernière avec notre ami Seb, l'autre Seb, quand on parlait de la possibilité que demain les moteurs de recherche soient remplacés par des chatbots. Et Seb, à juste titre, disait oui, mais quand tu vois ce que ça consomme un prompt versus une requête dans une base de données, le calcul est vite fait. Personne ne va aller à ce stade-là. À un moment donné, ils vont restreindre, ils vont remettre la barre un peu plus bas et revenir à des fondamentaux qu'on connaît déjà et qui fonctionnent très bien. Ça relativise un petit peu, comme tu disais, l'usage qu'on va pouvoir en faire. Ça reste de belles démonstrations technologiques et c'est ça qui nous intéresse et qui nous excite. Mais par contre, pour en faire un vrai produit industriel de large consommation, il y a encore manifestement de la marge. Sébastien, je sens qu'il rumine un truc, il va me lâcher quelque chose. Non, mais ça t'excite, tout l'épisode, hein, on ne parle que de ça, de X, de s'exciter, je suis pas sûr qu'à la rentrée, on va encore faire un podcast technologique, les mecs. Hein. Ça va, il va falloir trouver une solution. Parce mais t'es en train de donner des idées, c'est bien. Non. Voilà. Le Red en chef est pas d'accord. Non. Et donc, ouais. Mais la consommation, c'est quand même une question importante, parce que quand on avait nos PC à l'époque qui consommaient quelques dizaines de watts ou une centaine de watts, les tout premiers, c'était pas des trucs, et il y en avait pas énormément. Maintenant, tout le monde a un PC. Si tout le monde va avoir un truc qui va consommer 4, 5, on a déjà sur des machines qui font quelques 400-500 watts, ou ça des machines avec des Nvidia, ça va pas dans non, oui, mais en même temps, on crée un besoin pour avoir beaucoup plus d'énergie qu'on essaye de résoudre avec la production propre, type fusion, faire tout ce que tu veux, un peu de nucléaire, mais on n'y est pas encore. Alors, à partir du moment, c'est une question qu'on peut se poser, je n'ai pas la réponse, mais ça peut vous faire réfléchir jusqu'au prochain podcast, hein, si vous écoutez. C'est si demain on avait une énergie quasi gratuite et totalement renouvelable comme du nucléaire, hein, quid, qu'est-ce que ferait l'humanité? Est-ce que du coup on dépenserait tous en se foutant complètement du monde, ou est-ce que tu vois, mettre un truc, on a ça déjà oui, mais on a déjà un élément de réponse. On s'est déculpabilisé avec l'abandon de l'ampoule à filament. On avait vu qu'effectivement elle produisait plus d'énergie calorique que de lumière. Maintenant, on se dit, on met de la LED, ça consomme moins. Et j'ai l'impression que sous le couvert que ça consomme moins, on en met plus. On en met plus. On en met un paquet. Alors, on a peut-être un semblant d'explication. Les boulimiques. Il y a une boulimie technologique aussi à laquelle il faut faire attention. C'est pas parce on le dit souvent, c'est pas parce qu'on sait le faire qu'il faut le faire. Et c'est ça qui est difficile, c'est de se réfréner. Mais après, on est dans une société de consommation dans laquelle si tu ne consommes pas, tu n'enrichis pas l'industrie qui en fait paye le salaire de ton voisin et tes amis. On est d'accord. Et donc c'est le voilà. Mais et si demain c'est pas des PC avec des IA qu'on aura tous dans notre salon, ce sera probablement un humanoïde que tu auras dans ton salon, parce que tu trouveras ça beaucoup plus sympa de pouvoir dire Nestor va me faire un café en restant ton cul assis dans le canapé. Et ça, je suis sûr que si tu as ça demain en vente dans les grandes enseignes électroniques, on va se ruer sur les trucs si tu peux avoir un bot qui est capable d'aller te faire un café sans que tu bouges tes fesses. J'imagine, la scène, ça va être plutôt, et ça commencera par ça, à mon avis, ça va être
Natacha, ne fais surtout pas de café, s'il te plaît. Parce que c'est par là que ça va passer aussi. Hein. À un moment ou un autre, il faut pas. L'être humain est ainsi fait, et voilà. Et en tout cas, il y a un cochon. La science-fiction et les films d'anticipation nous l'ont montré. Voilà. On a fait le tour de la question, de cette question. On s'est beaucoup égaré dans cet épisode, mais c'est parce qu'on est en fin de saison aussi et qu'on essaye des choses peut-être expérimentales, je sais pas. N'hésitez pas, comme toujours, et je le répète une fois de plus, à commenter cet épisode, à mettre des gratifications, hein, les pouces, les étoiles, etc., en fonction de la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Touche magique. La petite touche magique, tu fais encore une petite dernière, juste pour plaisir, hein, parce qu'après c'est fini, hein. Après le 26 juin, ça sera terminé, hein. Donc ça fait un bien fou, hein. Allez, à série. Merci à tous, merci de nous avoir écoutés, et à la semaine prochaine avec d'autres chroniqueurs. Salut. Ou d'autres chroniqueurs. À bientôt. Salut.